Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui au spazer. Créé par l'article 13 de la loi du 31 juillet 2014 et codifié à l'article L2111-3 du Code de la commande publique, le schéma de promotion des achats publics socialement responsables, ou spazer, vise à déterminer les objectifs favorisant l'intégration sociale et la transition écologique dans les achats. Ce schéma a récemment été renforcé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 pour devenir un document de référence qui ne fixe pas de simples orientations générales, mais détermine des indicateurs d'évaluation et des outils de suivi pour veiller à sa bonne mise en œuvre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Mathieu Kluzinski, avocat à la Cour au sein du cabinet Admis Avocat, qui va détailler les étapes clés pour mener à bien l'adoption d'un spazer. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci au moniteur pour cette invitation à animer cette webconférence sur le sujet de la conception du spazer. Comme vous l'avez très justement introduit, c'est un outil qui existe déjà depuis plusieurs années, mais qui a une nouvelle naissance avec les derniers textes en matière de développement durable dans la commande publique. Et je me fais un plaisir de vous présenter ce thème ce matin au cours de cette heure de présentation. Je vous invite, comme cela a été introduit, à ne pas hésiter à poser vos questions. Plus nous pourrons échanger sur vos questions, plus cette formation pourra répondre à vos attentes concrètes. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions, que ce soit sur les prémices de la conception du spazer, comment est-ce que l'on peut piloter la conception du spazer, quels sont les prérequis indispensables, sur également son contenu, sa rédaction et enfin sur sa mise en œuvre, puisque certains d'entre vous ont déjà pu élaborer un spazer, mais se posent la question eh bien, de sa refonte dans le cadre d'une version 2, voire 3 pour certains acheteurs qui y sont déjà. Je vous propose de passer tout de suite à un petit rappel des étapes pour poser vos questions durant cette session. Donc, vous pouvez cliquer, comme cela est indiqué, sur la fiche pour poser vos questions dans l'item dédié à cet effet et les valider pour qu'elles soient ensuite enregistrées et que je puisse y répondre. Alors, les objectifs de notre heure ensemble, ça se visera tout d'abord à appréhender le contexte de la commande publique responsable. Alors, rapidement, un titre d'introduction, mais on ne peut pas parler de spazer sans parler de commande publique responsable. Dans un deuxième temps, nous regarderons ensemble quels sont les enjeux du spazer qui vient au renfort des achats publics responsables. Des enjeux de spazer qui ne sont pas que des grandes lignes directrices, mais bien des engagements à prendre avec des outils d'évaluation. On déterminera le cadre juridique du spazer avec notamment ces nouvelles contraintes issues des derniers textes et surtout, ce sera notre objectif final, mais non moins prioritaire, eh bien faire du spazer un document opérationnel pour chacune de vos entités. Quelques éléments de constat, voire de contexte sur le spazer pour introduire mon propos. Il est important de resituer le spazer dans le cadre de la pratique de l'achat durable. Vous le savez, on a principalement deux types de clauses attachées au développement durable, les clauses sociales et les clauses environnementales. Des statistiques ont été effectuées sur les années avant Covid pour apprécier eh bien, la prise en compte du développement durable auprès des différents acheteurs, que ce soit État et secteur hospitalier, collectivités territoriales ou l'autre catégorie, donc tous ces acheteurs soumis au Code de la commande publique qui ne relèvent pas de l'État et des collectivités territoriales. On se rend compte qu'au cours des dernières années, avant période Covid et avant évidemment les lois climat et résilience, on avait une prise en compte des clauses sociales qui évoluait de manière assez notable, même
je dirais, dans une bonne continuité, avec malgré tout eh bien une avancée par rapport aux clauses environnementales. Les clauses environnementales, quant à elles, avaient certes pu évoluer, mais avec un essoufflement de la démarche. Essoufflement de la démarche principalement motivé par une difficulté à bien trouver, ériger des clauses ou des critères environnementaux qui soient pertinents et bien adaptés par rapport à vos marchés. Alors évidemment, aujourd'hui, en parlant du SPASR, on ne parlera pas de la manière de pouvoir identifier et contractualiser des clauses environnementales qui soient pertinentes et cohérentes avec les règles jurisprudentielles mises en évidence par le juge administratif pour valider ces clauses et ces critères. Mais on ne peut pas on a malgré tout un impact sur ces clauses puisque le SPASR a justement pour objectif d'imposer un niveau d'intégration dans vos marchés de ces clauses sociales et environnementales. Les objectifs du SPASR sont évidemment de pousser chaque acteur à accélérer sa commande publique durable. Vous le savez, il y a eu le plan national des achats durables qui a été adopté par l'État en mars 2022. Ce document PNAD, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, est la feuille de route de l'achat durable posée par l'État. Cette feuille de route, elle donne un certain nombre d'objectifs que s'est assigné l'État pour permettre aux collectivités territoriales et à tous les acheteurs d'aller davantage dans de l'achat durable, avec notamment plus de facilitateurs des clauses sociales, avec le développement de facilitateurs des clauses environnementales, avec l'émergence ou le développement plutôt du site internet Rapid, R-A-P-I-D-D, sur lequel vous trouverez de très nombreuses informations sur la manière de rédiger des clauses sociales et environnementales, et site internet qui a été élaboré par le ministère et qui a vocation à recenser d'ailleurs les différents SPASR. Et on voit bien qu'on a cette démarche générale d'achat responsable, et finalement, le SPASR est une forme de déclinaison de ce PNAD, de ce plan national au niveau local pour chaque acheteur. On veut encourager les achats responsables. Et pourquoi? Parce que, évidemment, le poids que représente la commande publique dans le PIB est tellement volumineux que pouvoir actionner le développement durable sur la commande publique va être un levier de développement durable. On veut donc mobiliser la commande publique comme un levier d'insertion de la transition écologique et en faveur de l'économie circulaire. Le problème, c'est que, et finalement la relance du SPASR vient de ce constat, il y a de vraies difficultés pour les acheteurs à intervenir sur le chemin de la commande publique durable, car il y a peu d'outils concrets disponibles qui permettent de répondre à ces ambitions. Et donc, l'idée du législateur a été d'imposer beaucoup plus largement le SPASR pour qu'on puisse anticiper un maximum les objectifs et donc les outils. En s'imposant des objectifs, les acheteurs et les services, notamment de la commande publique, vont être obligés de se doter d'outils et se doter de process en interne sur leur logique achat pour parvenir finalement à atteindre les objectifs qu'ils s'assignent eux-mêmes dans le cadre du SPASR. J'insiste aussi sur le fait que ce SPASR est une démarche imposée pour un certain nombre d'acheteurs. On va le voir, c'est une démarche qui peut aussi être volontaire. Et aujourd'hui, de nombreux acteurs de la commande publique qui ne sont pas forcément soumis au SPASR pour des questions de seuil notamment, décident malgré tout de se prêter à cet exercice, tout simplement pour être prêts au moment de la généralisation des règles de la loi climat et résilience, à savoir l'obligation d'avoir des critères et des clauses environnementales dans tous les contrats de la commande publique au plus tard en 2026, en août 2026, même si on se doute que cette obligation va intervenir un peu en amont. Je vous rappelle que votre SPASR doit donc répondre à ces objectifs de la commande publique responsable, réduire les impacts environnementaux des produits, des services et des travaux, encourager les actions sociales, environnementales, mais aussi sociétales,
on va en discuter. Le SPASER n'est pas que le social et l'environnemental, mais aussi des enjeux de société. Typiquement, l'égalité femmes-hommes dans la commande publique est un sujet qui prend de l'essor depuis, on va dire, 2 ans, et notamment une fiche de l'adage qui appuie sur cet enjeu. Faciliter l'accès aux acteurs économiques locaux. Alors, bien sûr, faites attention, juridiquement, on ne peut pas réserver des marchés à des entreprises locales, mais la commande publique ne se cache pas derrière son doigt et admet qu'il est possible de faciliter l'accès à la commande publique d'acteurs économiques locaux par le jeu de certains choix techniques ou de critères. L'objectif n'est pas de favoriser ces entreprises, mais de leur permettre un accès plus évident, plus aisé. Et enfin, bien sûr, atteindre l'efficience budgétaire en optimisant les dépenses, puisqu'une commande publique responsable est une commande publique qui doit aussi être mesurée dans ses objectifs financiers. Enfin, pour parler du SPASER, le schéma de promotion pour les achats socio-écologiquement responsables, on ne peut pas évoquer la notion de développement durable. Je vous rappelle que cette notion de développement durable, en cohérence avec ce que je vous ai présenté, est une notion qui a 3 dimensions. Une dimension environnementale, de préserver la capacité de renouvellement de nos ressources naturelles et le bon fonctionnement de nos systèmes écosystémiques. Une dimension sociale, de permettre une cohésion garantissant à tous l'accès à des ressources et à des services de base, et une dimension économique qui vise la diminution de la pauvreté et l'exercice d'activités économiques dignement rémunérées. Voilà une définition portée notamment par l'ADEME sur cette notion de développement durable. Et aujourd'hui, la commande publique doit l'ériger en objectif final dans son SPASER. J'en viens tout de suite, après ces propos introductifs, sur le cadre législatif du SPASER. Comme cela vous a été indiqué par M. Dour en introduction, le cadre législatif des SPASER est une obligation qui existe déjà depuis longtemps. On va bientôt fêter les 10 ans de la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a créé ce SPASER et qui a ensuite vu ses règles codifiées au Code de la commande publique, aux articles L2111-3 du Code de la commande publique. Ce document est donc un document qui existait déjà auparavant, sans vous faire des statistiques sur les constats de l'échec de ce document. Jusqu'à la loi climat et résilience, très peu d'acheteurs qui pourtant étaient soumis à l'obligation de faire un SPASER avaient répondu à cette obligation. Il y avait à peu près 150 acheteurs qui, avant la loi climat résilience, relevaient de cette obligation et on comptait à peine une dizaine de SPASER. Donc, un document qui était, somme toute, assez méconnu, voire même oublié par les praticiens, les acheteurs ou les juristes. Pourquoi? Principalement parce que ça ne répondait pas à un engagement législatif d'aller sur de la commande publique durable. Et puis d'autre part parce que ce n'était pas sanctionné. Ce n'est toujours pas le cas, mais on va voir qu'il y a une forme de valorisation des bons élèves, et ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, finalement, ce n'était que les acheteurs qui avaient une sensibilité très marquée pour le SPASER qui allaient sur ce document. Ce cadre législatif s'est renforcé, on va le voir, par la loi climat et résilience dans un premier temps, puis par évidemment la loi sur l'industrie verte d'octobre dernier. Alors, quels sont les objectifs de ce document? C'est adopter un document stratégique. Ce document doit être presque une programmation des engagements que vont prendre chaque acheteur pour développer leur achat public durable. Pour ça, vous allez fixer des orientations. Mais bien sûr, on ne va pas se limiter à des orientations. On doit aller vers un objectif de résultat avec une logique de contrôle de ces objectifs et de ces indicateurs. Donc, on va aller vers des données chiffrées en matière de commande publique responsable pour, à terme, apprécier si véritablement on a atteint le niveau des objectifs avec des échéances de date que vous allez vous imposer et avec une logique de contrôle. Le SPASER est un moyen efficace pour prévoir, préparer et réussir l'intégration des aspects socio-environnementaux dans vos marchés publics.
C'est aussi sans doute un outil pour communiquer en interne sur la nécessité d'acheter durable. Ce que je vais dire relève peut-être de l'évidence pour vous qui participez à ce webinaire, mais vous avez évidemment des sensibilités très différentes au sein de chaque acheteur sur la nécessité d'intégrer ou non du développement durable dans la commande publique. Et ces divergences de sensibilité eh bien, freinent considérablement le travail des acheteurs et notamment des services achats, des services juridiques dans la concrétisation des engagements imposés par la loi climat et résilience. Donc, le SPASER est un outil qui permet, je dirais, aussi d'uniformiser les pratiques, c'est-à-dire de s'assurer que tous les services opérationnels, les services techniques, qui passent eux-mêmes un certain nombre d'achats selon vos seuils fixés en interne, eh bien, vont répondre à ces mêmes exigences. Donc, c'est une forme d'uniformisation des pratiques liées à l'achat durable. Et puis, ça permet aussi de convaincre qui? De convaincre les élus, de convaincre les commissions d'appel d'offres, voire même les CDSP, d'aller sur ces différents enjeux. Pour établir ce document, des conditions préalables indispensables existent. Et la première, c'est évidemment le fait d'avoir un portage de ce document. Vous devez avoir une volonté politique assez forte pour convaincre un changement des pratiques. Et donc, le SPASER ne doit pas être un document isolé qui va être fait par et pour le service achat ou le service de la commande publique ou les services juridiques de la collectivité. C'est un document qui doit être élaboré en transversalité. Cette pratique que j'évoque pour élaborer le SPASER, il résulte évidemment de l'expérience que l'on a pu avoir au cabinet en accompagnement à l'élaboration du SPASER, et il est également unanimement partagé pour les acheteurs qui ont déjà fait des SPASER et qui ont pu d'ailleurs les diffuser, les publier sur le site rapide. De la même manière, vous avez un guide de France Urbaine sur le SPASER qui fait également état de cette nécessité préalablement d'organiser un vrai pilotage de ce document en interne. Vous devez pour cela avoir une organisation dans votre collectivité, dans votre organisation, qui permette de mobiliser les différents services et les différentes directions. L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est un service juridique qui prend un SPASER en se disant que c'est un document purement juridique, ce qui n'est pas le cas, et qui décide de fixer des objectifs de manière complètement déconnectée de la réalité aujourd'hui de l'achat durable dans vos collectivités. Si aujourd'hui, vous avez un achat durable qui présente une faible maturité, c'est-à-dire que, par exemple, dans les services informatiques, tous les achats informatiques ne passent pas de développement durable, et puis à l'inverse, dans vos services plutôt en charge des opérations de travaux, vous avez systématiquement des clauses sociales, notamment d'insertion. Je vous donne cet exemple-là. Eh bien, si le service qui est en charge du SPASER pose des engagements trop ambitieux, avec, par exemple, tous les acheteurs doivent avoir des clauses environnementales dans 90% de leur marché d'ici la fin de l'année, ça ne fonctionnera pas. Vous allez non seulement en interne avoir une démobilisation, voire même des malentendus et des différends qui peuvent apparaître parce que les règles du SPASER ne seront pas respectées. Et puis à la fin, au moment de l'évaluation de vos indicateurs chiffrés, vous allez aboutir à un constat d'échec. Donc, vraiment, j'insiste sur ce point-là. Il faut pouvoir travailler en interne et mobiliser les services et les directions dans le cadre d'une approche transversale que je vais vous présenter. Il faut aussi effectuer un travail par filière, en partenariat avec les fédérations professionnelles et notamment les entreprises issues de l'économie sociale et solidaire. Ces entreprises vont vous permettre d'élaborer de manière plus fine votre SPASER, de manière plus fine votre SPASER, et vous permettre d'ajuster les engagements par rapport à ce qui est disponible sur le marché et par rapport à ce que ces entreprises sont en mesure aussi de vous apporter. Il faudra enfin mettre en place des moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation de ces pratiques. Donc, il faudra nécessairement constituer un organisme un petit peu de contrôle des engagements pris par ce SPASER.
Alors, pourquoi faire un SPASER? Bien sûr, pour vous mettre en conformité avec la loi, puisque c'est une obligation légale qui a été posée et qui a été élargie par les deux textes que je vais vous présenter. Au-delà de cela, il pourrait s'agir d'aller vers une forme d'exemplarité pour manifester qu'avant même l'obligation légale de 2026, eh bien, on est déjà en chemin vers le SPASER. Ça peut être également l'occasion de faire un état des lieux. L'adoption du SPASER va nécessiter un état des lieux assez précis de votre achat public pour vous permettre, au sein de votre collectivité, de pouvoir identifier les leviers de développement économique que pourrait représenter la commande publique durable. L'adoption de ce SPASER va également vous permettre d'élaborer un outil qui sera un outil structurant pour traduire avec des objectifs précis eh bien, les ambitions que vous avez d'améliorer vos pratiques d'achat au sein de votre collectivité. Et enfin, comme je le disais déjà et j'insiste, ça vous permet de travailler en transversalité avec tous les domaines de compétences et d'action puisque tous les services doivent migrer vers une culture de l'achat public responsable. J'insiste, ce n'est pas que les entités qui sont en charge de la programmation de l'achat ou de l'achat pur, ce sont également les services en charge de l'exécution, puisque des clauses sociales, des clauses environnementales devront être en cours de contrat pénalisées par l'existence de pénalités contractuelles que vous devrez mettre, elles devront être vérifiées. Donc, l'apprentissage et la sensibilisation doit là-dessus eh bien, porter sur l'intégralité du circuit de l'achat public, de la passation à son exécution. Évidemment, vous allez vouloir faire évoluer vos pratiques d'achat par ce document et différents éléments peuvent être intégrés dans vos SPASER. Ça peut être le renforcement du sourcing, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que le sourcing ne prend pas forcément suffisamment en compte les dimensions sociales et environnementales. On peut avoir différents outils également pour favoriser, par exemple, les petites entreprises. On peut aller sur la systématisation des avances plus importantes. On peut aussi aller sur de la simplification des dossiers de candidature ou alors encore organiser des rencontres avec les acteurs des milieux de l'entreprise et les acheteurs pour pouvoir eh bien, discuter sur les ambitions ou sur les outils de facilitation. L'objectif du SPASER sera encore de faciliter la montée en compétence des acteurs économiques du territoire. On se rend compte aujourd'hui que vous avez une réduction, une baisse de l'intérêt des entreprises pour la commande publique. Beaucoup craignent la commande publique, notamment en raison des pénalités contractuelles, en raison de la lourdeur administrative que cela représente. Eh bien, il ne faudrait pas que le SPASER et les engagements de développement durable soient également un frein à ces candidatures. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une inquiétude. Eh bien, le SPASER peut contribuer à mettre en œuvre une vraie dynamique territoriale, volontariste et responsable. C'est-à-dire, par ce document, inciter, mais surtout inviter les entreprises à monter en compétence au niveau local sur les objectifs de développement durable. Vous allez aussi pouvoir aller vers de la coélaboration de ce document avec les entreprises également, puisque au-delà de les sensibiliser, il s'agit aussi de faire connaître votre stratégie aux entreprises pour leur dire, écoutez, nous avons un SPASER maintenant, nous irons vers ce type d'achat, alignez-vous sur ces exigences sociales et environnementales et vous renforcerez vos chances de devenir attributaire des marchés. Alors, nos dernières actualités sur le SPASER, avant de rentrer dans le détail de son élaboration, on a eu des évolutions avec la loi climat et résilience qui est venue améliorer le contenu de ce SPASER et ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023. Il y a donc déjà un an de cela que nous avons de nouvelles règles de renforcement du SPASER. Quelles sont-elles ? Désormais, ce SPASER va devoir être rendu public, notamment avec une mise en ligne sur votre site internet de vos documents, de vos SPASER. Alors, effectivement, on va se dire que c'est une faible obligation. L'objectif est davantage pour le législateur de pousser à une communication sur le document et puis aussi de montrer que vous avez appliqué des bonnes pratiques et que vous êtes exemplaire sur le sujet.
vos spazers vont d'ailleurs être mis également en ligne sur le site Rapide. Donc, l'objectif est de vous inciter à vous mettre en œuvre, mettre en conformité avec la législation. Sur le fond, on a un renforcement à deux égards. Tout d'abord, au-delà d'orientations générales que l'on pouvait constater dans les anciens spazers, ce qui constituait le principal écueil, on vient aujourd'hui imposer des indicateurs précis. Vous allez devoir mettre en place des indicateurs qui seront assez naturellement chiffrés, soit en pourcentage de clauses insérées, soit en termes de montant. Par exemple, j'ai 50 millions d'euros de travaux par sous-catégorie. J'ai par exemple sur ce sujet 10 millions de travaux. Eh bien, je vais faire en sorte d'affecter, de prévoir des clauses ou des caractéristiques environnementales dans 60% à échéance 2024 pour arriver à 100% à échéance 2026, sous réserve évidemment de l'évolution des textes. Préciser les objectifs cibles à atteindre, les objectifs sur des thématiques, sur le SS par exemple, sur des problématiques sociétales, sur de l'insertion, sur l'emploi de travailleurs en situation de handicap, sur des logiques de, par exemple, si vous avez des logiques alimentaires, de circuits courts, de qualité de l'alimentation, etc. On a évidemment plein de sujets qui peuvent, au titre du développement durable, être mis en place en tant qu'objectif. Vous avez également dans ce texte de la loi climat et résilience un document qui est censé être élaboré par le gouvernement d'ici le 22 août 2024. Le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport permettant d'évaluer la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés qui sont passés par les acheteurs soumis à l'obligation d'adopter un spazer. Je n'ai pas eu pour l'instant trop d'informations sur l'élaboration de ce rapport. À voir, il est censé être mis en œuvre assez prochainement et il dressera un bilan de l'intégration des clauses sociales et environnementales. Ce document est censé vous proposer un modèle de rédaction de spazer. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous s'en réjouissent en se disant qu'ils peuvent encore attendre peut-être quelques mois et que le 22 août, une trame sera remise de spazer. Je ne sais pas quel va être le livrable du gouvernement. On peut cependant constater, lorsqu'on fait un petit benchmark des spazers déjà disponibles, qu'on a une très grande variété de documents et que eh bien, les documents qui sont un peu stéréotypés dans leur organisation ne collent pas forcément bien à votre pratique d'achat. Donc, c'est toujours agréable d'avoir un modèle sur lequel partir, mais je ne pourrais que vous inviter à aller dans la finesse et à bien adapter ça à vos propres caractéristiques et à votre propre niveau de maturité qui existe déjà dans vos services selon les secteurs. L'obligation d'un spazer a été renforcée par deux textes. Déjà, un décret du 3 mai 2022 qui est venu diminuer le seuil. Je vous rappelle que le seuil était auparavant à 100 millions d'euros d'achat. Il est passé à 50 millions d'euros d'achat. Donc, si vous avez plus de 50 millions d'euros d'achat, eh bien, vous êtes nécessairement tenu d'aller sur l'élaboration du spazer. Et puis enfin, un dernier texte, la loi Industrie verte d'octobre dernier, qui a renforcé et considérablement élargi en réalité le spazer, puisqu'on a revu la définition organique. Alors, beaucoup de commentateurs disent maintenant le spazer est contraignant, est une contrainte aussi pour l'État et les établissements d'État. Mais pas seulement en réalité. C'est pour l'État, pour les établissements publics de l'État, mais c'est aussi pour toutes les autres catégories d'acheteurs qui n'étaient pas directement ciblés par l'article 21.11.3 et qui se posaient la question. Sans doute parmi vous, il y a des opérateurs de type établissement de santé, établissement hospitalier, d'autres établissements de publics dans le secteur de la construction, où je sais que c'était une question qui se posait très souvent. Est-ce qu'on est soumis? La réponse aujourd'hui est oui, vous êtes effectivement soumis. De la même manière que les entreprises privées en charge d'un service public soumis au code de la commande publique doivent dorénavant également avoir un spazer. Donc, on a un élargissement très net et très large du champ d'application du spazer. Innovation intéressante de la loi Industrie verte, vous avez la possibilité de faire un spazer conjoint.
Donc, vous avez, depuis ce texte, la possibilité de vous regrouper entre acheteurs obligés et éventuellement avec des acheteurs qui ne sont pas contraints pour faire un spazer commun. De plus en plus de collectivités résonnent ainsi. Il y a notamment des départements et des métropoles ou des communautés qui ont décidé de se regrouper pour faire un spazer commun. Ça peut aussi être un spazer entre l'interco et la ville-centre si on est sur une grande ville qui dépasse ce montant des achats. Si vous êtes en dessous de ce seuil, évidemment, vous n'avez pas l'interdiction de faire un spazer, vous pouvez tout à fait le faire, surtout qu'on peut quand même supposer que ce seuil qui est passé de 100 millions à 50 millions sera à nouveau abaissé. Donc, si certains d'entre vous sont très volontaires dans cette démarche, vous pouvez évidemment vous doter de cet outil qui sera une aide à la mise en œuvre de la loi climat et résilience pour échéance 2026. Donc, en tout état de cause, c'est sûr que c'est un bon guide pour répondre à cette obligation légale. Soyez en revanche vigilants à bien vérifier que vous avez les moyens en interne. Il ne sert peut-être à rien pour un acheteur de petite dimension avec un très faible volume d'achat de mobiliser les étapes que l'on va voir ensemble qui peuvent être assez lourdes et chronophages selon la taille de l'acheteur. Je vais m'arrêter quelques instants pour voir si, à mi-parcours, nous avons des questions. Écoutez, nos maîtres, nous n'avons pas de questions pour le moment, donc vous pouvez continuer sur votre lancée. Très bien. Alors, sur nos étapes de conception du spazer. Le spazer est un document qui nécessite déjà de recenser vos achats publics en place. Vous devez recenser vos achats publics par famille d'achats pertinente pour vérifier quel est le niveau, je le disais déjà, j'utilisais cette expression, de maturité de l'achat public durable. Pour apprécier votre niveau de maturité, vous avez le ministère qui, en lien avec le PNAD, a proposé une grille d'évaluation de ce niveau de maturité. Vous pouvez le retrouver très facilement en faisant une recherche Internet. Vous mettez niveau de maturité de l'achat durable et vous allez avoir un fichier Excel qui est aussi présent sur le site rapide du ministère et qui va vous permettre de répondre à un questionnaire. Et les réponses à votre questionnaire vont générer automatiquement une note sur le niveau de maturité de vos services achats et des préconisations. Alors, ce sont des grandes lignes, mais ça vous permet de faire cette petite audit, ça vous permet d'apprécier votre niveau de maturité d'achat durable et donc d'identifier les principaux objectifs qui pourront être intégrés au spazer. C'est vraiment un outil d'aide à l'élaboration de ce document. Vous allez devoir décloisonner la commande publique avec les services opérationnels. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, on rentre vraiment dans cette étape-là. Ça implique d'avoir un comité de pilotage qui soit décloisonné, avec un portage peut-être par le service achat et le service juridique, mais vraiment en étroite collaboration avec les autres services. Il faut évidemment faire mûrir les échanges et les retours d'expérience pour faciliter la coopération et l'adhésion. Si un service élabore le spazer et l'impose aux autres services, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment être dans une logique de travail ensemble, par des ateliers de travail. Ça impliquera quelques réunions, évidemment, mais ces échanges permettront de comprendre ce qui a pu déjà être tenté et d'ajuster les curseurs du spazer en fonction de ce qu'il est possible de faire pour vos équipes. S'ouvrir, échanger avec les acteurs locaux sur les pratiques et puis déterminer les ambitions à l'échelle du territoire. Ce recensement des achats va donc ensuite passer par l'animation de groupes de travail avec la commande publique, les services achats, les services opérationnels et les échanges avec les acteurs locaux. Sur cette base-là, vous allez pouvoir passer à les autres étapes, à savoir déterminer des objectifs de gouvernance de votre spazer et des outils juridiques contractuels pour répondre aux engagements en matière de clauses sociales et environnementales pour, in fine, rédiger votre projet de spazer qui, vous le comprendrez, n'est pas un document que l'on pose brut et qu'ensuite on affine, mais qui est un document qui se mature préalablement pour finalement, en toute fin, être véritablement rédigé. Voilà les deux phases que nous vous proposons de suivre pour concevoir votre spazer. Après le diagnostic de vos pratiques, vous allez déterminer les premiers objectifs.
quand vous aurez diagnostiqué vos pratiques, vous allez identifier les principales lacunes et vous irez sur ces objectifs. Vous allez pouvoir rencontrer les élus, éventuellement la CAO, pour arbitrer sur les orientations politiques et stratégiques du SPASER. Après cela, vous allez participer à des ateliers avec les référents, notamment les directeurs de vos différents services, pour aller sur un plan détaillé de SPASER. À ce stade, nous vous invitons à vous arrêter sur un plan, pour ensuite, avec les équipes projets, avec des ateliers de travail, aller plus loin dans les actions à mener. Vous fonctionnez vraiment en entonnoir. Un plan, des objectifs. Les objectifs vont être alimentés par des actions à mener. Et on va fixer pour chacune de ces actions qui va être amené à la mettre en place. Vous allez ensuite pouvoir rédiger votre SPASER et on vous invite ensuite à rentrer dans une phase d'officialisation de ce document qui n'est pas neutre. Ce n'est pas simplement de la com, clair. C'est présenter le SPASER en interne pour obtenir un assentiment et à tout le moins une connaissance collective sur ce document et sur tous les services concernés. Avoir l'appui et la validation du SPASER par de la délibération, par une présentation, une délibération d'approbation de ce document et organiser un suivi de ce schéma avec un bilan annuel. Le diagnostic de l'existant, je vous l'ai déjà bien présenté, on va aller sur la récupération des informations qui sont disponibles dans vos services achats et vous avez sans doute là-dessus des outils qui vous permettront de déceler les statistiques clés pour voir quels sont les objectifs que vous pouvez fixer de manière crédible. Vous allez ensuite examiner la proportion d'achats durables pour ajuster votre niveau d'implication et le niveau de verdissement que vous allez avoir. Et ensuite, pouvoir prendre un nouveau cap en déterminant les niveaux de prise en compte du développement durable avec les axes d'avancement. Alors, vous devez aussi vous poser la question du cadre de votre SPASER. Quelle va être la durée de ce SPASER? Vous êtes libre dans la fixation. Hein. Ça, vraiment, aucune règle n'est posée par le législateur. Moi, je ne peux que vous préconiser, en revanche, de calibrer votre SPASER sur les exigences légales. L'échéance ultime, c'est 2026. Il paraît compliqué de faire un SPASER qui irait très au-delà de 2026. Alors, si vous ne l'avez pas fait, que vous êtes en train de le faire en 2024, je vous invite à avoir deux périodes de temps. Une période sur 2024-2026 pour aller vers la généralisation du SPASER en 2026 et puis déjà d'anticiper 2026, peut-être 2028, voyez, pour se dire quel bilan on pourra mettre 2 ans après la loi climat et résilience et la généralisation dans 100% de nos marchés de clauses environnementales. Enfin, je vous rappelle que l'obligation porte sur les clauses sociales de la loi, sur les clauses environnementales dans la loi climat et résilience. Donc, vous pouvez très bien aller plus loin sur les autres thématiques au-delà de 2026 et donc, par exemple, 2028. Restez quand même sur une périodicité qui soit cohérente. N'allez pas sur un document sur 10 ans. Ça n'aurait pas de sens puisque l'évolution normative et l'évolution aussi sur ces thématiques fait que ce serait sans doute prématuré et vous risquez d'être en déconnexion en fait avec le cadre réglementaire. Donc, allez plutôt sur une échelle de temps de 4 à 5 ans. Ça paraît plus logique. Posez-vous les questions des modalités de mise en œuvre et du suivi des objectifs. Donc, ça impliquera d'avoir la désignation d'acteurs qui devront contrôler les objectifs, pas forcément tous les objectifs. Vous pouvez aussi mettre un contrôle par objectif. Vous allez vous poser des questions du niveau d'intégration sociale, de prise en considération écologique, quelle promotion je veux faire également de l'économie circulaire et quelles sont les attentes sociétales que je souhaite mettre en place. Les enjeux du SPASER sont du coup très nombreux. Si vous reprenez les sigles du développement durable, je ne sais pas si vous le savez, mais le développement durable a un certain nombre d'items qui sont déterminés au niveau international et vous pouvez puiser dans ces documents, beaucoup d'acheteurs le font, ils vont puiser dans ces items des inspirations pour aller sur le SPASER, mais généralement on va avoir 3 sujets, l'écologie, avec la prise en compte des enjeux écologiques selon la sensibilité du territoire, ou la promotion de l'économie circulaire, donc je vous rappelle l'économie circulaire, d'aller sur la protection des ressources, le réemploi au maximum des produits que vous avez entre les mains et ce n'est que lorsqu'on ne peut plus du tout les réutiliser, les réemployer qu'on ira vers du recyclage.
L'intégration sociale et professionnelle, bien sûr, l'orientation vers les travailleurs défavorisés ou handicapés, ou encore la valorisation de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez aussi, et c'est moins souvent envisagé, aller sur des chantiers comme sur l'économie responsable en ajustant la stratégie dans une optique de budget vert, ou alors de jouer en faveur du commerce équitable et de l'économie locale. Cet outil va donc avoir des objectifs, des actions que vous allez déterminer et on va fixer un certain nombre de résultats. Donc, vous allez fixer des procédures, des orientations fortes sur vos services. Ces orientations devront conduire à identifier les services et les directions qui seront chargés de travailler à l'atteinte de ces objectifs dans une logique de dynamique territoriale en faveur du développement durable. Il faut donner une légitimité aux axes de développement durable et ça impliquera ce travail par filière avec notamment les fédérations professionnelles pour permettre une montée en compétences. N'oubliez jamais que le PASER ne doit pas être imposé. C'est vraiment un élément fort. Il doit accompagner. Et surtout, les objectifs chiffrés en matière de commande publique responsable impliquera de mettre en place des moyens pour les suivre et les évaluer avec des véritables feuilles de route, des indicateurs d'évaluation, des objectifs ciblés et des suivis. Alors, pour finalement adopter votre SPASER, vous aboutirez, pour la plupart des acheteurs parmi vous, à un projet de délibération, une note de synthèse et derrière une adoption comme ça politique avec l'assentiment des élus. Quelle est la valeur juridique du SPASER? C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que SPASER a une valeur contraignante? Je vous rappelle que lorsque l'on fait des guides internes, ces guides internes peuvent jouer contre vous. Soyons clairs. Vous mettez dans un guide interne de l'achat public que en dessous du seuil de 25 000, qui n'est plus un seuil légal, de 25 000 € hors taxe, vous décidez de solliciter telle instance en interne, etc. Un opérateur, candidat, évincé, pourrait s'en prévaloir pour vous dire, écoutez, vous n'avez pas respecté votre propre règlement intérieur, donc le processus achat a été vicié. Ce n'est pas le cas pour le SPASER. Le SPASER est un document qui aujourd'hui est envisagé de manière purement indicative, non contraignant. Mais attention, à ne pas se voir opposer les règles d'un guide interne. Et donc, à ce titre, je vous invite, pour sécuriser votre SPASER, à indiquer explicitement que vous fixez uniquement des objectifs à atteindre et qu'il est prévu avec des mesures et des évaluations indicatives non opposables aux tiers et par les tiers. Les objectifs que vous allez fixer pour être le plus précis possible sur ce dernier item, quels sont les objectifs et notamment les indicateurs chiffrés que vous allez mettre en place? Alors, bien sûr, ça va dépendre de chaque collectivité, de chaque acheteur, de pouvoir déterminer à la fois ses objectifs et ses indicateurs. Un travail rapide de benchmark vous permettra d'identifier une liste qui ne sera jamais exhaustive puisque vous pouvez tout balayer, mais aller sur les sujets de sensibilité de votre collectivité. Je vous donne un exemple. Une collectivité sur un SPASER s'interroge aujourd'hui en lien avec ses compétences. Et il y a notamment des sujets de compétences mobilité. Il y a des sujets de compétences en termes de restauration collective. Il est envisagé sur tous les sujets mobilité de renforcer la prise en compte du développement durable. Donc, on va aller vers la recherche de solutions moins énergivores, moins de consommation, moins de consommation et de risque de pollution, des véhicules plutôt à tendance électrique. Et à l'inverse, sur la restauration, on va favoriser des produits locaux, des circuits courts, une variété de menus, etc. pour aller sur de la qualité, mais voyez de manière très spécifique sur certains secteurs d'activité. Ça, c'est libre à vous. Vous pouvez tout à fait rentrer dans ce niveau de détail si c'est des objectifs forts de votre collectivité, ou alors rester plus générique, par exemple, sur des travaux, envisager l'usage de matériaux biosourcés. Vous pouvez très bien vous dire que dans la plupart des travaux, soit de rénovation, réhabilitation, soit de construction neuve, vous souhaitez que dans 25% de ces opérations de travaux, il y ait des matériaux biosourcés qui soient utilisés. Voilà.
Mais vous comprenez bien que ces éléments-là, vous ne pouvez les faire qu'avec les techniciens, qu'avec les opérationnels qui sont en charge de ces différents objectifs, hein, puisque ce n'est qu'eux qui pourront garantir la mise en œuvre et vous donner des indicateurs qui soient viables. Le Conseil économique et social a formulé un certain nombre de recommandations sur le sujet, fixer des objectifs en volume et en montant de marché qui sont orientés vers les TPE, les PME, par type d'achat, hein, donc les fournisseurs, travaux, services, mais vous pouvez encore plus décomposer cette arborescence, bien sûr, en fonction des objectifs. Des objectifs en volume ou en montant de marché qui sont orientés vers les entreprises de l'ESS. Donc ça, typiquement, ce serait de dire, dans mes marchés de services, par exemple, eh bien, je vais réserver un certain nombre de marchés. Par exemple, je vais réserver 25% de mes marchés à des acteurs de l'ESS, comme le permet le Code de la commande publique. Voilà, on peut aller vers ces orientations-là en pourcentage, pardon, donc en volume, ou alors en montant. Indiqué, il y a beaucoup de spazers qui indiquent un certain nombre de milliers ou de millions d'euros qui sont affectés aux entreprises issues de l'ESS. Prévoir une évaluation du déploiement des pratiques de sourcing ou du sourçage et bien sûr un suivi de ces clauses qu'il conviendra de mettre en place. C'est des recommandations du Conseil économique qui recoupent celles que j'ai pu évidemment vous formuler. Alors, dernier point, le contrôle du spazer. Quelle efficacité? Au-delà des prescriptions du spazer, il faut assurer le suivi de ce document, prévoir donc une entité qui va être chargée de son suivi. Il va falloir lui donner les moyens de contrôle. Donc, quelle va être la remise documentaire et statistique qu'il faut faire? Et oui, le spazer ne peut pas simplement fixer des objectifs et un niveau à atteindre. Il faut vous assurer que vous disposez des outils pour pouvoir vérifier son contrôle. Donc, faites bien attention à ce sujet-là parce que sinon, ça peut se transformer en un travail colossal à faire à la fin de chaque année de reprendre ce qui a été fait au cours du marché. Donc, il faut au cours de la vie du spazer. Donc, il faut vraiment vous doter d'outils parallèles au spazer pour pouvoir suivre les indicateurs. Je vous invite même à les mettre dans votre spazer, hein. Typiquement, vous pouvez, sur un objectif, je prends l'exemple de l'égalité femmes-hommes dans la commande publique, qui est un objectif que j'essaye d'introduire un maximum dans mes pratiques achats. Ça va être de se dire dans quel marché je vais pouvoir aller sur cet objectif, sur quel pourcentage de marché je vais le systématiser. Alors, ça jouera plus sur des marchés, par exemple, de prestations de services. Et puis derrière, envisager quels sont les moyens de contrôle. Ça signifie que je dois avoir une grille des marchés qui sont passés par les services achats en matière de services qui identifie au cas par cas quand est-ce que j'ai mis un critère lié à l'égalité femmes-hommes dans la commande publique. Ça peut être un tableau Excel, simplement où vous mettez toutes les typologies de clauses possibles et imaginables que vous avez recueillies dans votre spazer et où ça vous permet de faire cet outil de suivi et de générer automatiquement des statistiques. Mais ça, il faut s'en doter. Ce n'est pas des outils très compliqués à mettre en place, hein, c'est du tableur Excel qui peut vous permettre d'y parvenir. Il y a d'autres solutions qui sont évidemment disponibles et proposées, j'imagine, par des entreprises du secteur, mais vous pouvez tout à fait vous doter de ces outils. Mais faites-le parce que derrière, vous ne pourrez pas établir un bilan qui soit cohérent. Enfin, prévoyez des échéances régulières, mais pas trop récurrentes. Il ne faut pas non plus vous essouffler sur le sujet du spazer. L'idée est simplement de pouvoir entériner que les objectifs sont atteints ou pas encore et qu'il faut encore travailler sur ces sujets. Voilà, j'arrive au bout de cette présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé. Nous avons quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas, nous vous écoutons. Écoutez, maître, je vous remercie pour cette présentation donc très claire du spazer. Alors, en fait, bon, écoutez, visiblement, votre présentation était suffisamment claire puisque nous n'avons pas de questions. Alors, moi, j'en aurais peut-être quand même une question à vous poser, même si c'est peut-être pas facile d'y répondre de manière générale, mais une question concernant le temps et le volume. Est-ce que élaborer un spazer, ça prend du temps? Et est-ce que, en termes de volume, quelle doit être si vous avez une taille minimale ou maximale de ce type de document? Je vous remercie pour cette question. Ça pose vraiment le sujet du standard. Est-ce qu'on a un standard dans le spazer? Je ne pense pas. Alors,
À minima, effectivement, il ne faut pas un document qui pose simplement des orientations très générales et nécessairement, si vous commencez à rentrer dans l'identification d'objectifs, d'indicateurs chiffrés et de modèles d'évaluation, vous êtes forcément sur un document qui commence à être un peu conséquent. Donc, oui, on va avoir un document qui sera minimum d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages minimum, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil inverse qui serait de de trop s'imposer, de trop se contraindre aussi, donc rester vraiment sur des indicateurs et non pas sur un détail de modalités concrètes à mettre en œuvre. C'est-à-dire ne vous imposez pas non plus des spécificités techniques à indiquer dans tel et tel marché, ça irait beaucoup trop loin. Il faut que ça reste un document qui soit lisible par les acheteurs, par les opérationnels, mais aussi par les entreprises. Beaucoup de collectivités décident de mettre leur spazer, soit de renvoyer en fait dans le règlement de consultation au lien de téléchargement du spazer, soit de le mettre en annexe du règlement de consultation. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que ce soit un document qui dépasse une trentaine de pages. Donc voilà, on va dire que la volumétrie, elle est à peu près sur ce sujet-là. Il faut également, je pense, mettre un préambule au spazer. C'est une bonne chose pour donner un peu la dynamique de la réflexion sur votre spazer. Ça donne aussi un peu les grandes lignes hein, sur les catégories sur lesquelles vous êtes le plus sensible. Certains acheteurs commencent leur spazer en indiquant que voilà, ils entreprennent une politique d'achat durable depuis des années et que du coup là l'objectif est d'aller sur une accélération sur des sujets plutôt sociaux et sociétaux plus qu'environnementaux parce qu'ils ont déjà un niveau de maturité fort. À l'inverse, d'autres assument que, en vue de la loi climat et résilience, il y a une nécessité de se doter très rapidement d'outils et de mettre en place ce document. Donc ça, voilà, ça peut être aussi un élément intéressant d'introduction. Et puis sur ce que vous évoquiez sur la temporalité nécessaire, alors on est sur un document, si vous partez sur je rédige simplement le spazer et je le fais dans mon coin, c'est un document qui peut être fait en une journée, clairement. Si on rentre dans une logique de construction comme je vous l'ai proposé et qui est la méthode qui, à mon sens, est la plus pertinente et en tout cas celle qui est le plus pratiquée aujourd'hui. Hein, donc, une logique d'atelier, de rencontre avec les acteurs de la collectivité, voire même d'ouverture vers les fédérations ou les chambres, les CCI, etc. Si on rentre dans ce niveau d'interaction et d'ouverture, on est plutôt sur un document qui mettra entre, on va dire, 6 mois et 9 mois à être élaboré. Voilà, la plupart des spacers sur lesquels on a pu accompagner de près ou d'un peu plus loin en conseil cadre, on est sur des procédures qui mettent entre 6 et 9 mois en fonction des délais internes et de la taille de l'acheteur, évidemment. Il est possible de faire moins, mais attention, si vous faites moins, soyez assurés qu'il y ait vraiment un niveau de participation et de coopération en interne qui soit unanimement partagé. Maître, je vous remercie. Alors finalement, nous avons des questions qui ont été posées. Donc la première, sur la durée, ne semble-t-il pas pertinent de caler le spazer sur la durée du projet d'entreprise? Alors, c'est-à-dire projet d'entreprise, j'imagine que du coup, on va être chez un acheteur particulier. Oui, on peut avoir dans ce cas-là un calibrage du spazer sur le projet d'entreprise pour faire coïncider les échéances. Donc, ça peut tout à fait être une possibilité. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est que ce soit à échéance trop courte. Parce que si vous avez une échéance trop restreinte, trop restrictive, vous aurez du mal à calibrer une progression en fait dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable qui sont voulus par le spazer. Le schéma a une forme quand même de programmation, en tout cas on envisage quand même une certaine évolution. Beaucoup de documents disent j'ai un certain nombre d'engagements à 1 an, à 2 ans, à 4 ans. Et ne mettent pas forcément des objectifs ultimes. Aucun spazer aujourd'hui, c'était le cas avant, mais maintenant les nouveaux spazers n'envisage pas les choses à date butoir, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas on est en 2024, en 2028, il faut que j'ai fait tel résultat, mais plutôt dans une progressivité. Donc, si ça correspond et si vous avez ce temps-là disponible, oui, pourquoi pas.
une autre question. Est-il pertinent de dédier un budget spécifique pour la mise en œuvre du SPASER? Beaucoup d'élus sont convaincus que cela va coûter plus cher. Faut-il l'assumer? Alors, attention à bien distinguer les choses, le spazer en lui-même et le fait d'aller sur du développement durable. Le fait d'aller sur du développement durable, il y a effectivement une, une idée générale comme quoi ça va nécessairement coûter plus cher d'aller sur du développement durable, social ou environnemental dans les marchés. Ça a pu être vrai il y a un temps, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui puisque de nombreuses entreprises à coût constant développent des solutions euh, en faveur de l'intégration sociale et environnementale. Vous avez aussi de très nombreux outils qui sont gratuits. J'ai parlé de Rapide, il y a la clause verte, il y a les facilitateurs sociaux qui sont mis en place par les maisons de l'emploi. Voilà, il y a énormément de choses qui font qu'on peut aller sur du développement durable avec un coût qui n'est pas forcément surenchéri. Peut-être un peu en termes de budget final, et donc on peut s'attendre à ce qu'on achète un peu plus cher, c'est pas faux, mais là, moi, les derniers marchés que j'ai passés en AMO et où on a eu des solutions durables tout à fait satisfaisantes, on n'était pas plus cher que d'autres qui avaient des solutions pas forcément satisfaisantes sur ces critères-là. Ça, c'est le premier point. Si la question, c'est de savoir si le spazer en lui-même, c'est-à-dire l'élaboration de ce document, nécessite d'identifier une ligne budgétaire parce que ça va avoir un coût, bah, tout dépend en fait. Ça va avoir un coût humain de mobilisation en interne. Si vous faites appel à un AMO extérieur, bien sûr, il y aura le coût de cet AMO, mais on est quand même sur un document qui, je dirais, vous l'avez vu, dépend de beaucoup de calibrage en interne, donc d'animation en interne, mais avec peu de formalités administratives véritablement, hein. Donc, ça reste un budget d'accompagnement qui est somme toute raisonnable. Alors, autre question, que pensez-vous du recours à des AMO pour la mise en place du SPASER? Quel est l'ordre de prix d'une telle mission d'AMO? Alors, la mission d'AMO pour le Spazer, je vous invite aussi à lire sur ce point le document qu'a fait France Urbaine sur le Spazer, publié il y a un an, et qui pose cette question de l'AMO. Finalement, vous revenez à la logique générale de quand est-ce que c'est pertinent d'avoir un AMO. La pertinence d'avoir un AMO dans l'élaboration du Spazer, c'est si vous avez besoin d'externaliser cette prestation parce que déjà, les services achats manquent de temps. Vous êtes tous en tension de prestation, donc prendre du temps pour faire ce benchmark, pour comparer, pour fixer des engagements, pour organiser des réunions, pour animer des ateliers, pour fixer des objectifs, pour les soumettre aux élus, etc. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc ça, c'est un premier sujet d'externaliser et ça peut être intéressant. La deuxième chose, c'est de mettre de l'objectivité. C'est sûr que si c'est porté par un service achat, etc., et que c'est pas porté par un service extérieur, bah, le risque, c'est que ce soit, vous voyez, qu'on ait le sentiment que c'est porté par une direction, par un homme, par une femme, et pas nécessairement de manière très objective. On a eu des collectivités qui ont fait appel à des AMO justement pour externaliser l'accompagnement et l'objectivité, hein, des préconisations qui sont formulées. Donc voilà, l'avantage c'est un gain de temps, un gain d'objectivité et puis peut-être un gain de compétences sur des sujets qui ne sont pas forcément toujours maîtrisés par les acheteurs, à savoir justement de la discussion transversale. Si vous avez des ateliers en transversalité, bah, c'est peut-être plus facile d'avoir un animateur extérieur, d'avoir des suggestions extérieures que de le faire en interne. Voilà. Donc, on a ces sujets-là. Après, en termes de budget, c'est très variable, évidemment, selon le degré d'implication dans l'élaboration du spazer. Si vous êtes sur une demande qui concerne principalement la fixation des grandes lignes du spazer et pas forcément les ateliers, mais voyez, je dirais la feuille de route du spazer, la détermination de groupes pertinents d'ateliers, les sujets de discussion à traiter, la validation des objectifs des indicateurs et puis la rédaction finale, on peut être sur des budgets autour de 5-10 000 euros. Si en revanche on est sur un accompagnement très intégral avec des réunions et une comitologie un peu plus aboutie, avec la présentation aux ateliers, avec l'animation, avec l'audit de vos achats.
au départ pour apprécier le niveau de maturité. On sera sur des formules plutôt aux alentours de 20-25 000 euros en termes de chiffres. Voilà. Donc, ça dépend aussi évidemment de l'ampleur de vos achats voilà, et de l'ampleur de votre propre connaissance de la maturité. Donc nous avons une dernière question. Vous avez précisé qu'il n'y avait pas de sanction, mais une valorisation des bons élèves. Et de quoi s'agit-il exactement? En fait, la valorisation des bons élèves, c'est la slide que j'ai présentée en disant qu'il y avait une publication qui allait être faite de tous les spazeurs. Donc, chacun a l'obligation de publier son spazer sur son site internet. Et ensuite, ces spazers vont être repris sur le site Rapide. Et donc, on mettra en évidence les spazers qui ont été élaborés par ceux qui étaient soumis à cette obligation. Il y a quand même, il faut le noter, certains sites internet aujourd'hui qui sont faits par des organismes associatifs parapublics et qui évaluent le degré de maturité d'achat durable de certaines entités. Je suis tombé un peu par hasard sur un site qui est assez finalement bien fait, mais qui évalue le niveau de maturité de l'achat durable chez les régions et qui note comme ça les régions et donc qui note sur 10 les régions qui font des achats durables, qui ont des facilitateurs en interne, qui ont un spazer, etc. Et voilà. C'est vrai que j'ai pu échanger avec certaines régions qui avaient connaissance en fait de ce classement. Voilà, donc il y a un peu de visibilité, il y a une vitrine qui va être faite sur les bons élèves. Après, voilà, il n'y a pas de sanction derrière. Pour l'instant, il n'y a pas de sanction. Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés au terme donc de ce webinaire. Merci beaucoup, maître, pour votre présentation et d'avoir répondu à ces différentes questions. Je remercie évidemment tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne rendez-vous le 21 mars prochain pour un nouveau rendez-vous expert consacré cette fois à l'optimisation des achats et plus spécifiquement à l'étude de différents outils tels que la programmation et la nomenclature des achats. Et ce webinaire sera animé par Madame Catherine Robert. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juris qui est régulièrement mise à jour. Je vous remercie. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci maître.